Alors, ça fait un petit moment que je repousse cette thématique parce qu'on l'entend un petit peu partout, mais en même temps, on peut pas ne pas en parler. Bon là, c'est un suspense insoutenable, là. Vas-y. Ouais, en fait, c'est tout simplement la relation à soi. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. L'ingénierie relationnelle, comme son nom l'indique clairement, traite de la relation, de la qualité des relations. Ouais. Et évidemment, la première personne avec laquelle nous sommes en relation, c'est ça, c'est nous-mêmes. Et ouais, comme tu le soulignes, c'est une thématique qui est souvent suggérée maintenant dans le développement personnel. Ouais. Et je dirais que c'est pas très étonnant parce que c'est probablement l'interaction qui a été la plus négligée, tu vois, dans le domaine des relations. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup préoccupé de ses relations avec ses enfants, avec les conjoints, avec les collègues, les amis. Mais la relation à soi, elle a plutôt été laissée de côté. Ouais. En fait, certainement parce que, tu vois, elle est très intime, elle est intérieure, qu'on peut peut-être imaginer que elle est acquise, en fait, tu vois, qu'a priori, elle ne devrait pas demander d'efforts, ou simplement parce qu'on se dit aussi qu'elle se construit automatiquement avec le temps, ce qui est vrai. Oui, et puis peut-être aussi le fait que s'occuper de la relation à soi, ça paraît égoïste. Donc c'est l'idée, en fait, que c'est pas bien de s'occuper de soi. Il faut être dans l'abnégation, il faut être dans l'altruisme, alors qu'au contraire, c'est un moyen d'être plus disponible pour les autres. Parce que quand on est en paix avec soi, finalement, on est moins dans la réaction et moins dans l'attente. Absolument. Et en fait, tu vois, on peut dire que la relation à soi, c'est le fondement de toutes les autres relations. C'est-à-dire que, tu vois, si je me traite avec bienveillance, tu vois, la fameuse bienveillance dont on parle très souvent, si je m'accorde de la reconnaissance, si je suis à l'écoute de mes attentes, si je fais attention à moi, en fait, tout simplement, alors, évidemment, je vais aborder les autres dans un état d'esprit beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Je vais être plus encline à accueillir, à écouter, à comprendre. C'est ça. Alors, ce que tu me disais, c'est que, faute de savoir intervenir avec conscience dans cette relation à soi, elle se construit quand même par elle-même. Elle se construit automatiquement avec des croyances ou des représentations qu'on n'a même pas forcément choisies, en plus. Parce qu'elles viennent de notre éducation, de nos expériences, de notre environnement familial, amical, professionnel. Et en fait, tous ces milieux-là influencent profondément notre façon de nous percevoir. Oui, je te dirais de la même manière que toutes les autres relations, en fait, tu vois. Oui, c'est vrai. Et quand on a parlé des relations conflictuelles, on a bien vu que nos représentations de l'autre déterminent la manière dont on va établir nos relations avec eux. Par exemple, si je crois que les autres ne sont pas dignes de confiance, la relation que j'établis avec quelqu'un que je ne connais pas sera forcément influencée par cette pensée. Ouais, ça veut dire que tu vas être très très prudente. C'est ça. Et ce que tu disais aussi, c'est que ça fonctionne de la même manière avec nous-mêmes, dans la relation que nous entretenons avec nous. Ah, complètement. Tu vois, si je me dis par exemple, dans la vie, il faut être fort. Tu vois, ça c'est comme un mantra que je me répète. Ouais. C'est quelque chose qui tourne dans ma tête parce que mon père me l'a dit et répété quand j'étais jeune. Et finalement, j'ai fait mienne cette croyance. Parce qu'on est bien d'accord sur le fait que c'est une croyance. Absolument. Alors, ça révèle déjà ma vision de la vie et la manière dont je me positionne. Je suis probablement très exigeante avec les autres. Tu vois, dans la vie, il faut être fort. Donc, ça veut dire que la faiblesse, le doute, la crainte, la peur, tout ça, ça n'a pas de place. Donc, je vais attendre que tout le monde, en fait, soit en capacité de surmonter ses limites. Ouais. Parce que, dans la vie, il faut être fort. C'est ça. Et tu vois, en même temps, lorsque quelqu'un a ce propos-là, cette personne parle d'elle-même, de la manière dont elle vit de l'intérieur ces situations-là. C'est une personne probablement très exigeante avec elle-même, tu vois. Et évidemment, les expériences qu'elle a lui montrent qu'en fait, elle n'avait pas d'autre choix que d'être forte pour atteindre ses objectifs. Ouais. Et je dirais jusqu'à épuisement. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. En fait, c'est cette croyance-là qu'il faut être fort, elle se limite pas qu'aux autres. Elle s'applique d'abord à soi-même. Donc, nos croyances, en général, parlent de nous avant tout. Ouais. Par exemple, si quelqu'un dit on ne peut compter que sur soi-même,
ben, la personne parle avant tout d'elle-même, de sa propre expérience et de sa vision du monde. Ouais. Mais en fait, cette vision va complètement déterminer sa relation à elle, mais aussi sa relation aux autres. C'est ça. Tu vois, donc si je suis dans cette idée de cette croyance-là qu'il faut être fort, qu'on ne peut compter que sur soi, que les autres ne sont pas dignes de confiance, ben, tu vois déjà que la vie n'est pas facile. Hein. Parce que, en fait, ça veut dire quoi par rapport à moi qui pense tout ça? Ben, ça veut dire que je vais souvent me sentir seule, probablement abandonnée par les autres. En tout cas, avoir peur d'être abandonnée par les autres. Aussi. Oui, pas soutenue quand j'en ai besoin. Je vais être constamment dans ce besoin de tout contrôler, de tout gérer par moi-même, parce que, je l'ai vérifié, je ne peux faire confiance à personne, tu vois. Ouais. Donc, en fait, ça crée automatiquement une distance avec les autres. Donc, en fait, ces différentes expériences vont renforcer cette croyance. Ça va faire que je vais me couper des autres et renforcer de plus en plus ce sentiment de solitude, tu vois. Oui, et c'est d'ailleurs épuisant à la fin de devoir toujours être fort. Ouais. Parce que quand je suis dans cette forme de pensée, ben, je suis souvent critique vis-à-vis des autres. Parce que je vais dire que ce sont eux qui ne sont pas dignes de confiance, ce sont eux qui trahissent, eux qui sont faibles. Et je ne pense même pas à me tourner vers moi-même pour imaginer que peut-être ce sont mes croyances, mes certitudes ou encore mes convictions qui influencent ces expériences de vie. Et que si mes croyances étaient différentes, eh ben peut-être que mes relations, elles aussi, seraient différentes. Ouais. Et en fait, ça, c'est vraiment la double peine, tu vois. C'est-à-dire que, déjà, la relation à soi est difficile, parce que je dois toujours être à la hauteur. Ouais. Et ça, tu vois, c'est un positionnement qui peut être très coûteux sur le plan personnel. Tu peux l'imaginer, parce que, évidemment, en plus, ça limite complètement la capacité à se montrer indulgent et compréhensif envers soi-même. Ouais. Donc, la relation à soi est difficile, et en plus, la relation aux autres est compliquée pour tout ce qu'on vient de dire plus haut. C'est épuisant, en fait. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on oublie, comme on le dit en ingénierie relationnelle, que chaque personne est naturellement ignorante et maladroite. Parce qu'en fait, on sait qu'on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout savoir, ni tout savoir faire, ni tout maîtriser. Il y a toujours des choses qu'on ignore, ou encore des compétences qu'on n'a pas encore acquises. Et ce qui est vraiment top, c'est qu'à tout âge et à tout moment de notre vie, ben, on a cette opportunité de nous retrouver en apprentissage. Donc le premier point qu'on pourrait retenir, c'est peut-être l'intérêt de faire le tour de toutes nos croyances. Ouais. Et qui, comme je le disais, nous épuisent, nous fatiguent et nous confrontent à nos limites. Oui, évidemment, ce serait intéressant, tu vois, de faire une liste. C'est difficile d'être exhaustive. Mais tu vois, je pense quand même aux accompagnements que j'ai pu faire et ce que j'ai pu entendre. Tu vois, des personnes qui disent, par exemple... moi, je dois être parfaite, en fait. Je n'ai pas le droit d'échouer. Il ne faut jamais montrer ses faiblesses. Ou je sais que dans la vie, je ne peux compter que sur moi. Ou encore, je suis trop vieux, ou je suis trop vieille pour faire ça, ou j'ai pas la possibilité de demander de l'aide, sinon ben, ça va faire comprendre que je suis faible, quoi. Mais tu vois, ça va parfois dans d'autres domaines. C'est quelqu'un qui me disait, moi, je sais très bien que le bonheur ne m'est pas réservé. Tu vois, c'est-à-dire que le bonheur est réservé à certaines personnes, mais moi, je n'en fais pas partie. Tu vois ? Ou des personnes qui disent, et je dirais que ce sont souvent des femmes qui le disent lorsque elles parlent de ce qui se passe à la maison, où elles me disent, non, mais moi, quand je rentre à la maison, je n'ai pas le droit de me détendre. Parce qu'en fait, il y a toujours des choses à faire pour une femme dans une maison. Ouais. Ou quelque chose aussi que j'entends, et je pense que ça pourra faire partie d'un échange prochain, de personnes qui me disent, moi, je ne suis pas compétente, en fait. Je ne suis pas compétente pour tel poste, par exemple, tu vois. Mais quand j'y réfléchis, c'est peut-être pas si facile, en fait, de trouver ses propres croyances, ces principes de vie qu'on a et qui nous rendent la vie difficile, parce qu'en fait, on vit dedans. Ouais. C'est difficile d'avoir ce regard extérieur, de s'extirper de la réalité dans laquelle on est pour se dire, ah ok, il y a ça sur lesquels je pourrais travailler. Oui, ce que tu dis là, c'est la difficulté, en fait, à identifier nos croyances. C'est ça. Tu vois, parce qu'en effet, il faut quand même avoir ce regard extérieur. Et c'est pas facile parce que, tu vois, quand tu n'as pas encore pris ce rendez-vous avec toi-même pour échanger sur le sujet, c'est pas évident. Je dirais que le premier rendez-vous, il est peut-être un petit peu bizarre parce que tu sais pas encore vraiment comment échanger avec toi-même. C'est-à-dire, est-ce que tu te parles à voix haute et si c'est le cas, est-ce que tu te tutoies ou est-ce que tu te parles en je? Oui, c'est vrai qu'on peut choisir soit de se tutoyer, soit de se parler en je, mais on peut aussi choisir d'avoir tout un dialogue intérieur, en fait. Mais le fil des pensées
peut être difficile à suivre. Bon, après, chacun fait comme il le sent. Est-ce que toi, tu as un exemple concret de la manière qu'il est possible de conduire cette réflexion? Oui, tu vois, je pense à une personne que j'ai accompagnée dans le cadre d'une médiation et qui me parle d'elle, de sa manière de voir la vie. Elle me dit que pour elle, ce qui est important, en fait, c'est de ne jamais être satisfaite de ce qu'elle fait, parce que il faudrait pas qu'elle se repose sur ses lauriers. Ça serait trop facile. Ouais. Elle dit qu'elle veut toujours être dans une perspective d'amélioration, parce qu'elle doit toujours faire mieux. Ah, ok. Et donc, en écoutant ça, je lui demande si cette exigence la motive ou si c'est lourd pour elle. Et là, elle me dit, mais madame, mais c'est épuisant. Et elle me raconte en fait d'où vient cette exigence qu'elle s'est appropriée et qu'elle a maintenant vis-à-vis d'elle-même, et par ricochet évidemment vis-à-vis des autres. Elle me dit que c'est un héritage qui est extrêmement pesant, parce qu'en fait, il n'y a jamais de moment de satisfaction. Ouais. Quand une étape est atteinte, vite, il faut aller vers la suivante. Et qu'en étant exigeante avec elle-même, eh bien, elle l'est également avec ses enfants, qui lui en veulent de ne jamais exprimer de satisfaction vis-à-vis d'eux. Donc en fait, elle se rend compte que cette croyance, elle l'avait identifiée, mais c'était pas clair. Celle de « tu ne dois jamais être satisfaite de ce que tu fais, tu dois toujours faire mieux ». Eh bien, oui, ça peut être dans une quête de progrès, mais en fait, c'est un poids tellement lourd qu'elle porte en permanence, une pression tellement forte qu'elle s'impose et qu'elle impose aux autres, que finalement, elle s'aperçoit qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Ouais. Mais tu vois, pour ça, il faut prendre le temps de discuter avec soi-même. Alors là, c'était par mon intermédiaire, dans un accompagnement. C'est quelque chose qui n'est pas facile, mais il y a un grand bénéfice, en fait, à être dans cette discussion avec soi-même. Oui, c'est comme si pour elle, il n'y avait jamais de moment où elle peut tout simplement être en paix avec ce qu'elle a accompli. Ouais, oui, absolument. C'est une croyance qui la pousse, mais en même temps, elle la fatigue. Et en fait, c'est là que la réflexion commence, tu vois, et qu'elle devient vraiment intéressante. Si une croyance apporte de l'insatisfaction, de la fatigue, de la frustration, de l'anxiété, de la culpabilité, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Tu vois, il y a un nettoyage à faire avec cette croyance. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de raison pour que nous ayons en tête des choses qui nous amènent à nous pourrir la vie. Donc c'est peut-être déjà se demander d'où vient cette idée, cette croyance, pourquoi elle est si importante pour nous, et est-ce qu'elle est encore utile pour nous aujourd'hui? Tu vois, si je me dis par exemple, je n'ai pas droit au bonheur, est-ce que ça me sert vraiment d'avoir cette croyance? Qu'est-ce que ça m'apporte? Quand tu dis ça, ça me rappelle ce que tu dis régulièrement sur le fait que notre cerveau est notre meilleur collaborateur. Donc cette croyance se vérifie dans mon expérience, et je dois avoir plein d'exemples qui me montrent que j'ai raison de croire en ça. Évidemment, ce sont des expériences qui ne sont pas du tout agréables. Eh bien, tu vois, justement, là, ce que tu es en train de dire, je te coupe, mais ça, c'est un indicateur. Le fait que ce soit désagréable pour moi de vivre quelque chose, là, ça peut m'amener à réfléchir sur le bien fondé de cette croyance. Ouais. Et si je commence à penser que je mérite le bonheur, par exemple, là, pour mettre la croyance en inversion, eh bien, évidemment, mon regard sur mes expériences va changer. Petit à petit, je vais peut-être commencer à me rappeler des moments de joie, de réussite, des instants où je me suis sentie soutenue. Ouais. Et comme j'inverse les choses, eh bien, logiquement, je vais commencer à mettre en place des actions qui vont aller dans le sens de cette nouvelle croyance que j'ai droit au bonheur. Tu vois ? Ouais, c'est vrai. Et donc, je vais commencer à poser des actes qui me rapprochent de ce que je pense mériter. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est miraculeux. Tu vois, c'est pas quelque chose forcément d'immédiat, quoique parfois ça peut l'être. Hein. Ouais, en fait, ça dépend vraiment de l'état de ras-le-bol, tu vois, de l'état de saturation que l'on peut avoir vis-à-vis d'une croyance. Quand on commence à bien l'identifier, de se dire, mais attends, je me suis pourri la vie à ce point, et là, effectivement, l'inversion peut être radicale. Mais si c'est pas le cas, je dirais qu'avec de la pratique, ça devient un automatisme où chaque petit pas nourrit une nouvelle vision de soi, tu vois. En tout cas, c'est une belle étape pour changer sa relation à soi. Parce qu'en prenant conscience de cette croyance, ben, on peut choisir de l'alléger, d'en garder l'aspect positif sans subir le poids de l'exigence, ou au contraire, de complètement la supprimer, quoi. S'en débarrasser, Ouais. bien sûr. Et c'est ça, en fait, tout l'enjeu.
c'est se permettre de revisiter nos croyances, de garder ce qui nous élève, comme tu l'as dit, d'alléger ce qui nous pèse. En fait, c'est le chemin vers une relation plus douce avec soi-même. Et ça, je dirais, c'est l'étape qui permet de savoir si je suis vraiment le meilleur compagnon pour moi-même, tu vois, ou la meilleure compagne pour moi-même. D'ailleurs, il y a même une question que l'on peut se poser, tu vois, c'est si je parlais à mes amis comme je me parle à moi-même, si je traitais mes amis comme je me traite moi-même, quelle serait la qualité de nos relations ? C'est-à-dire, est-ce que mes amis auraient déjà tous fui ou est-ce qu'ils seraient encore là ? Tu vois ? C'est une bonne question, ça.